Bonjour, je vous propose de découvrir avec moi le chapitre 10 de la deuxième partie de Bel Ami, le roman de Maupassant. C'est la toute fin du roman où Georges Duroy épouse Suzanne Walter. Bel Ami a été publié en 1885 en feuilleton dans le Gil Blas. Certains lecteurs, notamment les journalistes de l'époque, furent choqués par le cynisme du récit qui fut même accusé d'invraisemblance. Guy de Maupassant se défend et explique dans une lettre au rédacteur en chef du Gil Blas publiée le 7 juin 1885 « Je montre dès les premières lignes qu'on a devant soi une graine de gredin qui va pousser dans le terrain où elle tombera. Il n'a aucun talent, c'est par les femmes seules qu'il arrive. De quoi se plaint-on? De ce que le vice triomphe à la fin? Cela n'arrive-t-il jamais, et ne pourrait-on citer personne parmi les financiers puissants dont les débuts aient été aussi douteux que ceux de Georges Duroy? Cette citation remet bien en perspective l'ensemble du roman, car elle présente en raccourci le début et la fin. Le dernier chapitre que nous allons lire est en effet particulièrement révélateur du projet romanesque de Maupassant. Après avoir divorcé d'avec Madame Forestier, qui fut son soutien lors de ses débuts dans le journalisme, Georges Duroy épouse Suzanne Walter, la fille du directeur de la Vie française où il travaille. Le mariage a lieu en grande pompe dans l'église de la Madeleine à Paris. Une grande foule est venue pour y assister. Cet événement n'est qu'une étape supplémentaire dans l'ascension sociale du personnage principal. Grisé par son triomphe, possédant désormais la fortune et un nom célèbre, il envisage de se lancer dans une carrière politique. Ma problématique. Comment cette fin de roman met-elle à jour les mécanismes profonds du roman à travers le récit cynique d'un mariage éclipsé par le triomphe du personnage principal dont l'ascension sociale semble devoir se poursuivre encore? Nous allons faire ensemble un commentaire au fil du texte, mais voici quelques axes qui pourraient vous servir pour un commentaire composé. Une cérémonie de mariage dont la dimension sacrée est éclipsée au profit d'un moment de gloire personnelle. Une focalisation interne qui révèle un personnage égocentrique, considérant les autres comme un moyen pour parvenir à ses fins, ou une quantité négligeable. Un dialogue silencieux avec Madame de Marelle, durant lequel les deux amants parviennent à prendre rendez-vous tout en sauvegardant les apparences. Le triomphe du monde des apparences qui révèle tout le cynisme du projet romanesque de Maupassant. Une fin de roman ouverte qui laisse supposer que l'ascension sociale de Georges Duroy se poursuit, notamment avec une carrière politique. La mise en perspective des mouvements et des désirs qui constituent le moteur du projet romanesque de Maupassant dans son ensemble. Lorsque l'office fut terminé, il se redressa et, donnant le bras à sa femme, il passa dans la sacristie. Alors commença l'interminable défilé des assistants. Georges, affolé de joie, se croyait un roi qu'un peuple venait acclamer. Il serrait des mains, balbutiait des mots qui ne signifiaient rien, saluait, répondait aux compliments. « Vous êtes bien aimable ». Tout d'abord, il est intéressant de voir à quel point la dimension sacrée de la cérémonie est évacuée. Le connecteur temporel, lorsque y met un terme, avec un passé antérieur, fut terminé, qui vient la reléguer au passé dans le passé. Le triomphe de Georges Duroy a lieu dans la sacristie. C'est une salle annexe dans l'église où sont rangés les objets et ornements du culte. Normalement, seul le prêtre s'y rend. Quel cynisme de faire triompher en ce lieu un personnage qui a enlevé sa fiancée après avoir pris sa mère pour amante. Souvenez-vous de la rencontre secrète avec Madame Walter qui avait eu lieu dans l'église de la Trinité. Dans notre passage, Georges Duroy est au centre de tous les regards. C'est lui le sujet de la plupart des verbes. Les mouvements convergent vers lui, défiler, acclamer, et le mettent au-dessus des autres, redresser. C'est bien lui qui prend possession de sa femme et non l'inverse, comme en témoigne le déterminant possessif, sa femme. C'est la première fois que Suzanne est désignée ainsi. C'est important car c'est elle qui lui fait gagner un rang social auquel il n'aurait pas pu prétendre autrement. En effet, s'il ne l'avait pas enlevée, il n'aurait pas pu l'épouser, car il n'était pas considéré par M. Walter comme un assez beau parti. En comparaison de Georges Duroy, les autres personnes sont négligeables. Ils constituent une masse informe, des assistants. Ils ne sont là que comme faire-valoir. Georges serre des mains. L'article indéfini montre qu'il ne reconnaît pas les gens qui viennent le voir. Il ne se préoccupe pas d'eux car il est tout accaparé par son sentiment de gloire. En effet, le style de ce passage imite bien le bain de foule de Georges Duroy, en créant un bain de paroles. Regardez tous les verbes de parole, acclamer, balbutier, saluer, répondre. Ils sont accompagnés d'assonances en O et A. Je vous laisse regarder quelques secondes, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup. Le discours rapporté de manière directe, vous êtes bien aimable, contribue à cet espace sonore sans donner plus de sens. On reste sur une formulation toute faite. D'ailleurs, les termes qui désignent les paroles sont imprécis. Ce sont des compliments, des mots qui ne signifient rien. Georges Duroy ne réfléchit même plus à ce qu'il dit. On comprend qu'il est grisé. Ainsi, le point de vue de Georges Duroy est irréel, suspendu. L'expression « affolé de joie » est une formule clé pour comprendre le style de notre passage.
Le moment est suspendu dans le temps, interminable. Cela est rendu notamment par les actions ponctuelles qui sont pourtant conjuguées à l'imparfait. On aurait pu avoir il serra, balbutia, salua, répondit. L'imparfait, au contraire, insiste sur la répétition et sur la durée. La comparaison « Georges se croyait un roi » montre bien ce basculement dans l'irréel. C'est aussi un rappel de son nom de famille qu'il a fait anoblir en écrivant du roi en 2 mots. Il se prenait déjà pour un baron à ce moment-là. Cela annonce aussi ses ambitions, devenir un homme de pouvoir, avec le mot peuple qui a une connotation politique. Ce passage est en contraste avec le tout début du roman, où il sort dans la rue complètement seul et sans le sou. Soudain, il aperçut Madame de Marelle, et le souvenir de tous les baisers qu'il lui avait donnés, qu'elle lui avait rendus, le souvenir de toutes leurs caresses, de ses gentillesses, du son de sa voix, du goût de ses lèvres, lui fit passer dans le sang le désir brusque de la reprendre. Elle était jolie, élégante, avec son air gamin et ses yeux vifs. Georges pensait, quelle charmante maîtresse tout de même. Au milieu de cette foule, on trouve une exception, Madame de Marelle. C'est la seule qui a un visage et un nom. On repasse au passé simple, soudain il aperçut. Le mélange des pronoms personnels au féminin et au masculin à travers ce passage montre bien l'attachement entre les 2 personnages. Il est intéressant de s'interroger sur le nom de Madame de Marelle. Une marelle, c'est un jeu d'enfant qui consiste à passer d'une case à l'autre pour atteindre la position la plus élevée. C'est exactement la structure du roman. Voilà pourquoi cette amante est bien présente du début jusqu'à la fin du récit. La renaissance du désir de Georges Duroy pour Madame de Marelle est mimée dans cette phrase, regardez. Le sujet, le souvenir, est séparé du verbe, lui fit passer. Cette longue suspension crée un effet d'attente, comme un désir de connaître la fin de la phrase. La répétition du mot souvenir, avec ses compléments en cascade, allonge encore cette phrase avec une succession d'éléments énumérés. Quelle est la logique de cette énumération ? On commence avec les baisers, puis les caresses, les gentillesses, la voix, et on revient sur les lèvres. C'est un cercle qui part de la bouche pour y revenir. Cette idée de circularité est représentée par les verbes « donner »,« rendu ». On peut aussi souligner la sensualité de cette phrase où l'on trouve le toucher, la vue, le goût et l'ouïe. Il n'y manque que l'odorat. À travers tout le roman, le désir passe bien par les perceptions. Une autre caractéristique du désir chez Bel-Ami, il n'est jamais satisfait. Ainsi, il est symbolique que le désir brusque renaisse précisément au moment de son mariage, qui aurait dû représenter un moment d'accomplissement. Ce schéma, d'une évolution par cycle, est respecté. Le lien spécial qui existe entre les 2 personnages est perceptible à travers une focalisation interne à Duroy, dans le sang. Non seulement cette expression est très forte et très profonde, mais en plus elle révèle une émotion particulièrement secrète. Le lecteur partage l'intimité des pensées et des sensations du personnage. Regardez les adjectifs qui sont utilisés pour parler de Madame de Marelle. Jolie, élégante, air gamin, yeux vifs. Ce sont justement les qualités de Suzanne, qui est jeune, visiblement riche, et d'une intelligence vive. On comprend que Madame de Marelle n'a rien à lui envier. Le discours direct, quelle charmante maîtresse tout de même, nous donne accès à ses pensées en train de se formuler. Il la considère toujours comme sa maîtresse. L'adultère commence au moment même du mariage. Que signifie la concession tout de même ? C'est un attachement qui persiste malgré les circonstances, les mariages successifs de Georges qui interrompent à chaque fois les relations entre les 2 personnages. En effet, lors du premier mariage de Georges avec Madeleine Forestier, Clotilde de Marelle avait été attristée, mais elle avait compris que c'était une alliance utile pour la carrière professionnelle de son amant. Pour le 2e mariage avec Suzanne Walter, ils s'étaient très fortement disputés et Georges l'avait même battue. Elle s'approcha, un peu timide, un peu inquiète, et lui tendit la main. Il la reçut dans la sienne et la garda. Alors il sentit l'appel discret de ses doigts de femme, la douce pression qui pardonne et reprend. Et lui-même, il la serrait, cette petite main, comme pour dire « Je t'aime toujours, je suis à toi ». Leurs yeux se rencontrèrent, souriants, brillants, pleins d'amour. Elle murmura de sa voix gracieuse « À bientôt, monsieur ». Il répondit gaiement « À bientôt, madame ». Et elle s'éloigna. C'est Madame de Marelle qui est à l'initiative du contact, malgré leur dispute. Elle s'approcha, elle tendit. Dès lors, c'est un véritable dialogue silencieux qui se déroule entre les 2 amants. Les verbes notamment organisent une gradation en intensité. Approcher, recevoir, garder, sentir, serrer. Les conjonctions et connecteurs temporels, quant à eux, orchestrent ce dialogue dans la durée. Et lui tendit la main, et la garda. Alors il sentit. Et lui-même la serrait. Comme tout à l'heure, l'échange est visible à travers le mélange des pronoms personnels masculins et féminins. D'ailleurs, tout le rythme du passage est binaire, un peu timide, un peu inquiète. Il reçut et garda. L'appel discret, la douce pression. Qui pardonne et reprend. Je t'aime toujours, je suis à toi. Souriant, brillant. À bientôt, à bientôt. Le couple formé sous nos yeux exclut bien toute tierce personne. La déclaration d'amour mutuel ne laisse aucune place au doute.
Leur échange silencieux est pour ainsi dire traduit au discours direct. Je t'aime toujours, je suis à toi. Les pronoms de troisième personne sont remplacés par la première et la deuxième personne du singulier. Leurs yeux se rencontrèrent est un topos bien connu de la rencontre amoureuse, voire du coup de foudre. Qu'est-ce qu'un topos? C'est un lieu commun, une idée ou un cliché qu'on retrouve dans toute la littérature. Comme ça vient du grec, le pluriel est topoi. C'est intéressant de constater que la déclaration d'amour mutuelle passe par les regards. Elle est secrète, les autres ne voient rien. C'est là qu'on mesure toute l'importance de la focalisation interne employée dans ce passage. Les adjectifs utilisés, qui sont du côté de l'apparence, souriant, brillant, laissent place au véritable message caché, plein d'amour. Une autre chose est révélée par cette focalisation interne. Madame de Marelle semble avoir véritablement un ascendant sur Georges Duroy. Regardez par exemple cette réplique. « Je suis à toi ». Elle joue avec les pronoms personnels. Tout à l'heure, Suzanne était sa femme. Maintenant, c'est lui qui est possédé par son amante. En effet, Duroy se marie toujours par intérêt. Madeleine Forestier lui apportait une crédibilité journalistique. Suzanne lui apporte une crédibilité politique. Tandis que Madame de Marelle est véritablement une complice, une égale. Il sent la pression de ses doigts de femme. Il l'aime véritablement comme une femme, et non comme un moyen d'ascension sociale. C'est elle qui décide, elle pardonne et reprend. D'ailleurs, on peut remarquer à travers le roman que Duroy essaye toujours de la ménager. Il ne lui annonce ses mariages qu'à grand-peine, et il ne lui avouera jamais sa relation avec Virginie Walter. Enfin, cette scène participe au cynisme général de notre scène. Par le silence de leur échange, les deux amants préservent les apparences. Le verbe pardonner a une connotation religieuse qui va bien dans le sens de cette désacralisation. Ce pardon-là est paradoxalement une invitation au péché. Les quelques paroles prononcées, à bientôt monsieur, à bientôt madame, constituent la promesse d'un adultère. Ce qui est, d'un point de vue extérieur, un banal échange entre deux connaissances, est en fait le rendez-vous pris entre deux amants. Sa voix gracieuse montre bien qu'en fait ils se connaissent intimement. Le passage reste inachevé sur cette phrase courte, et elle s'éloigna. D'autres personnes se poussaient. La foule coulait devant lui comme un fleuve. Enfin elle s'éclaircit. Les derniers assistants partirent. Georges reprit le bras de Suzanne pour retraverser l'église. Elle était pleine de monde, car chacun avait regagné sa place, afin de les voir passer ensemble. Ils allaient lentement, d'un pas calme, la tête haute, les yeux fixés sur la grande baie ensoleillée de la porte. Il sentait sur sa peau courir de longs frissons, ces frissons froids que donnent les immenses bonheurs. Il ne voyait personne, il ne pensait qu'à lui. Lorsqu'il parvint sur le seuil, il aperçut la foule amassée, une foule noire, bruissante, venue là pour lui Georges Duroy. Le peuple de Paris le contemplait et l'enviait. Notre personnage principal a une position à part, surplombante. La foule se trouve devant lui. Il a les yeux baissés vers les gens. Tandis qu'il se tient debout, chacun a regagné sa place. Duroy est le seul qui n'a pas de place assignée. Comme tout à l'heure, les termes qui désignent les autres sont imprécis et impersonnels. La comparaison, comme un fleuve, rend bien compte de cet aspect inconsistant et mouvant de la foule. En effet, la mise en scène se fait notamment à travers le mouvement. Alors qu'il se trouvait dans la sacristie, après la rencontre de Madame de Marelle, il retraverse l'église. On se souvient que c'était dans une église qu'il avait eu rendez-vous avec Madame Walter. Par ailleurs, cette église porte le nom de son ancienne femme, Madeleine. Ce sont autant de motifs qui ont affermi sa position tout au long du roman et qui se retrouvent concentrés ici dans cette église. Tout se passe comme si Duroy était protégé par un dieu qui serait peut-être le romancier lui-même. Le peuple de Paris, qui est évoqué ici, représente justement la prochaine étape de son ascension sociale, une carrière politique. En cette fin de roman, les déplacements représentent et prolongent le chemin parcouru depuis le début. La métaphore de la Marelle fonctionne particulièrement bien ici, avec l'impression que le personnage atteint enfin le ciel, symbolisé par la grande baie ensoleillée de la porte. Ce moment est particulièrement solennel, il allait lentement, d'un pas calme, la tête haute, etc. La phrase est longue, prolongée par une série de compléments circonstanciels de manière pour rendre la théâtralité des gestes. Le point de vue interne de Duroy permet au narrateur de montrer son égocentrisme. Cela passe d'abord par les perceptions, ces frissons froids que donnent les immenses bonheurs. On retrouve bien ici le réalisme typique de Maupassant, avec le déterminant démonstratif et le présent de vérité générale qui signalent une observation du romancier à travers le point de vue pourtant très réduit de son personnage. Il ne voyait personne, il ne pensait qu'à lui. Ces deux phrases courtes en parallèle opposent lui et les autres. Cela ne laisse de place pour personne, pas même pour sa femme, qui est absente de ses pensées. Il s'agit de son triomphe, plus que de son mariage. D'ailleurs, regardez, il prend sa femme par le bras, puis elle est présente dans le mot « ensemble ». Mais une fois arrivé à la porte, il parvint sur le seuil. Le sujet est au singulier, comme s'il était seul. Voilà l'un des effets de la focalisation interne. Tous les pronoms reprennent en chœur son nom écrit en toutes lettres avec la particule nobiliaire. Pour lui, Georges Duroy.
On peut même dire que ce passage est du discours indirect libre, reformulé à la troisième personne, mais vraisemblablement prononcé de cette manière dans les pensées du personnage. Cette foule est là pour moi, moi, Georges Duroy. Puis, relevant les yeux, il découvrit là-bas, derrière la place de la Concorde, la Chambre des députés, et il lui sembla qu'il allait faire un bond du portique de la Madeleine au portique du Palais Bourbon. Il descendit avec lenteur les marches du haut perron entre deux haies de spectateurs. Mais il ne les voyait point. Sa pensée maintenant revenait en arrière, et devant ses yeux éblouis par l'éclatant soleil, flottait l'image de Madame de Marelle, rajustant en face de la glace les petits cheveux frisés de ses tempes, toujours défaits au sortir du lit. Le triomphe de Georges Duroy est presque un triomphe d'empereur romain. L'église de la Madeleine ressemble en effet à un temple antique avec ses grandes colonnes. Les portiques et les deux haies évoquent bien un arc de triomphe. D'ailleurs, l'arc de triomphe parisien n'est pas absent de ce texte. Regardez les indications géographiques. Derrière la place de la Concorde, c'est la place qui se trouve en bas du boulevard des Champs-Élysées. C'est à l'autre bout que se trouve l'arc de triomphe. On retrouve ainsi le parcours qu'il se proposait de faire au tout début du roman. Vous vous souvenez, cette envie de trouver la fraîcheur des arbres sur les Champs-Élysées. Dans l'Antiquité, les Champs-Élyséens sont un endroit des enfers réservé aux héros et aux gens vertueux. C'est le paradis en quelque sorte. Tout ce parcours est soutenu par des mouvements ascendants présents dans le texte. Relever les yeux, car ils étaient baissés sur la foule, ou encore le verbe bondir jusqu'au Palais Bourbon. La métaphore géographique se prolonge afin de proposer déjà une suite au roman. Avant son mariage, Georges Duroy n'avait pas une fortune suffisante pour faire campagne et devenir politicien. Mais avec la dot de Suzanne, il peut désormais assouvir cette ambition. Maintenant, le peuple parisien connaît son nom. Il ne sera peut-être même pas obligé de se présenter en Normandie, d'où viennent ses parents. Par ailleurs, le titre de député est un titre intermédiaire. Rien n'interdit de penser que Georges vise un ministère. Rappelez-vous qu'il s'est adroitement débarrassé du ministre des Affaires étrangères qui lui avait pourtant attribué la Légion d'honneur. Le roman est donc ouvert sur une ascension qui peut se poursuivre encore. Pourtant, il se termine sur un détail de la vie intime, les petits cheveux frisés de Clotilde de Marelle. Il s'agit là d'une mise en perspective qui révèle tout le cynisme contenu dans ce roman, car toute l'ascension sociale de Georges Duroy repose sur quelques cheveux de femme, ces cheveux qui sont comme des liens invisibles. On se souvient de la scène où Madame Walter, amoureuse, avait attaché ses cheveux au bouton du gilet de Duroy. Ce symbole donne une dimension presque magique au désir, qui est moteur dès les premières pages du roman. Le dernier mot, au sortir du lit, rappelle que le seul véritable talent de Bel-Ami, celui sur lequel repose toute son évolution, c'est la séduction. Ce passage est moins le récit d'un mariage que celui d'un triomphe personnel. La dimension sacrée de la cérémonie est évacuée au profit du théâtre des apparences. La focalisation interne nous permet de voir un personnage grisé par la gloire. Petit à petit, tout devient irréel autour de lui, son épouse, les autres personnes qui forment une masse informe. Maupassant nous révèle ainsi l'orgueil d'un personnage qui se trouve au centre de tous les regards. Seule Madame de Marelle échappe à ce traitement. Elle entretient avec Duroy un dialogue silencieux, fait de gestes et de regards. Cet échange nous révèle l'attachement que Duroy a pour cette femme, malgré ses mariages successifs. Cette scène est cynique, car les deux amants parviennent à se réconcilier et à prendre rendez-vous tout en sauvegardant les apparences. L'adultère est ainsi organisé le jour même de son mariage, à l'intérieur de l'église. Le mouvement ascendant du personnage est expliqué par un désir profond et toujours insatisfait. Le jeu de Marelle illustre parfaitement son ascension sociale. Le parcours annoncé dès les premières pages du roman est représenté par une métaphore géographique qui fait de Paris un véritable terrain de jeu pour lui. En effet, cette fin de roman est ouverte. Possédant désormais la fortune et un nom célèbre, Duroy ambitionne de faire une carrière politique. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous étudiez l'œuvre complète, je vous propose maintenant de regarder mes 3 autres extraits de Bel-Ami. La description de Georges Duroy au tout début du roman, première partie, chapitre 1. Le duel de Georges Duroy avec Louis Langremont, première partie, chapitre 7. La rencontre secrète avec Madame Walter, deuxième partie, chapitre 4. Au revoir.